Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui, je reviens sur 4 films qui ont bidé au box-office. Et ce sont 4 films que moi je considère comme certains très bons, certains carrément aller voir des chefs-d'œuvre. Et ce sont des films qui ont complètement bidé à l'époque de leur sortie, qui ont été pour certains même mal reçus en termes critiques. Et on va en parler. Alors il est évident que dans l'histoire du cinéma, il y a bien plus que 4 films qui ont bidé au box-office et qui sont des chefs-d'œuvre. Je ne peux pas évidemment tous vous les citer dans cette vidéo, mais peut-être que ce sera l'occasion d'en faire plusieurs. Et puis cette vidéo va plus se destiner, à ceux qui n'ont pas vu les films. Je vais un maximum éviter de vous spoiler ces films-là, surtout que c'est plutôt des films à twist, quoi. Donc, je vais essayer un maximum de ne pas vous les spoiler. Donc, cette vidéo va s'adresser plutôt à ceux qui ne l'ont pas vu. Mon boulot ici, ça va être de vous donner surtout envie de les voir. Alors, on commence tout de suite par le premier film. Dark City, réalisé par Alex Proyas et sorti en 1998. Alors là, c'est un beat pour moi incompréhensible. Voilà, et pourtant, c'est un film qui a coûté, attention, 27 millions de dollars et qui a rapporté 27 millions de dollars. Donc autant vous dire qu'il n'a pas perdu d'argent, mais il n'en a pas gagné non plus. Et quelque part, c'est incompréhensible qu'un film comme ça ait bidé. Non pas, je crois pas qu'il a été mal reçu, mais les spectateurs, clairement, ne sont pas allés le voir. Alors on peut évidemment miser ça sur une campagne marketing désastreuse, c'est aussi possible. Peut-être que le sujet aussi n'a pas forcément attiré les foules, mais ce film est quand même, quelque part, très spécial, dans le sens où on nous promet dans le titre Dark City, les promesses sont tenues, puisque le film va être totalement dark, va être totalement sombre. On n'a pas un plan de jour dans le film, donc c'est quand même difficile en tant que spectateur d'arriver à tenir quand même pendant 1h40 dans un film qui est totalement dans la pénombre. On n'a pas un seul plan de jour, mais en même temps, c'est le but du film. Mais le film est tellement bien raconté. Le scénario est de David S. Goyer, la réal d'Alex Proyas. Il faut signaler qu'Alex Proyas avait réalisé quand même l'excellent The Crow, qui était toujours aussi assez sombre, assez gothique. Et là, on va réitérer ce truc-là, mais dans un scénario encore plus intéressant que celui de The Crow, et d'ailleurs l'histoire aussi d'Alex Proyas, dans un délire totalement rétro-futuriste, mais j'ai presque envie de dire plus rétro, puisqu'on va se retrouver presque dans un hommage au film des années 40, avec un Rufus Sewell qui se réveille à côté d'un cadavre, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il doit faire, etc., etc. Donc on est un peu dans un film totalement paranoïaque, on va surfer même presque sur des thématiques que n'aurait pas renié Philippe K. Dick, avec des histoires de perte de mémoire, d'implantation, etc. J'en dis pas plus. Il y a même un côté quatrième dimension, vraiment, dans la série des années 60. C'est comme si toi, tu prenais, en tant que spectateur, une histoire en cours, où en fait, tu vas être témoin d'un personnage complètement perdu dans une grande ville, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il doit faire, etc. Et évidemment, au centre d'un espèce de complot. Et donc, ça rappelle les grandes heures, en fait, de la quatrième dimension, avec, évidemment, plus de moyens, avec une réal très inventive d'Alex Proyas. Je le répète, un scénario co-scénarisé par David S. Goyer, qui là, pour moi, signe carrément un de ses meilleurs scénarios. Et si je peux vous recommander une chose pour ceux qui n'ont pas vu encore Dark City, c'est de vous procurer la Director's Cut et d'éviter la version cinéma. Alors ça va être très difficile de ne pas éviter la version cinéma parce que c'est celle qui va être diffusée, notamment sur les plateformes, notamment sur Amazon Prime. Mais l'embêtant évidemment avec cette version cinéma, c'est que les 2 premières minutes du film, et ça je crois qu'il y a une vidéo avec Durandal qui en parlait très bien, et qui disait en gros que les 2 premières minutes du film révèle quasiment tout le film. Alors ça, c'est emmerdant. C'est-à-dire que ça ne révèle pas forcément les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, ça révèle quand même un gros twist final, je dirais, et ça pose un véritable problème. T'as carrément une séquence en voix off et tout ça, et qui t'explique en gros ce que tu vas voir un petit peu pendant tout le film. Et c'est super emmerdant parce que ça révèle vraiment des éléments super importants de la fin. Donc si vous avez l'occasion de sauter ce passage, vraiment, sautez-le. Sautez les 2 premières minutes du générique. Dès que vous appuyez sur play, hop, vous passez les 2 premières minutes, et vous attaquez le film après, ou alors vous procurez la Director's Cut, ce sera vraiment très bien. Non pas que si vous voyez la version cinéma, ça va tout vous gâcher, faut pas exagérer, mais vraiment je vous recommanderais de regarder plus la Director's Cut, vraiment. Alors il faut dire aussi qu'on est 1 an avant Matrix, non pas que je ferai un rapprochement avec Matrix, mais quand même il y a certaines similitudes. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, et pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez peut-être de quoi je parle, mais peut-être qu'effectivement Matrix va plus miser évidemment sur son côté blockbuster d'action, parce que Matrix c'est ça aussi,
Ce n'est pas qu'un film avec du fond et un scénario, c'est aussi un gros film d'action. Alors que là, on est aussi quelque part dans un film d'action, mais on est quand même dans un univers paranoïaque, très dickien, etc. Donc on est quand même moins dans cette espèce de gros délire à la Matrix. Et donc ce film intervient un an avant et il bite totalement là où Matrix va complètement tout ramasser et évidemment va cartonner au box-office et deviendra le film culte que l'on sait. Mais attention, Dark City, j'ai quand même l'impression qu'avec les années est devenu sacrément culte. Et pour moi, j'ose le dire, c'est carrément le meilleur film d'Alex Proyas, Dark City. J'adore The Crow pourtant, mais alors je trouve que Dark City c'est vraiment un niveau au-dessus en termes de lumière, en termes de réal, et surtout sur la façon dont il arrive à faire tenir un scénario comme ça, assez alambiqué, un peu compliqué, et qu'il arrive à le rendre totalement limpide, compréhensible pour le spectateur, avec une volonté d'immersion énorme dans ce film. Donc voilà, je vous recommande évidemment Dark City avec un casting incroyable, Rufus Sewell, Jennifer Connelly, William Hurt et Kiefer Sutherland. Deuxième film de cette sélection. L'échelle de Jacob, sorti en 1990. Alors là, les amis, j'ose le dire, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, tout simplement. Et ce film est réalisé par l'incroyable, l'excellent, celui dont tu as vu quasiment tous les films mais dont tu ne retiens jamais le nom, Adrian Lyne. Alors évidemment, je ne parle pas des cinéphiles parce que si je dis aux cinéphiles Adrian Lyne, vous savez qui c'est. Mais pour les autres, tu as vu n'importe quel film d'Adrian Lyne, t'en as vu un, c'est sûr. Mais tu ne connais pas forcément son nom. Si je te dis Flashdance, si je te dis Liaison fatale, si je te dis Infidèle, si je te dis même 9 semaines et demie, oui, tu as vu tous les films d'Adrian Lyne, mais le problème, c'est qu'un Adrian Lyne n'a pas évidemment la notoriété d'un Steven Spielberg, et donc on va plus retenir en fait ces films que le nom lui-même. Et Adrian Lyne, au début des années 90, signe peut-être son meilleur film. Là, je peux vous dire que je prends une sacrée claque, parce que c'est un film que je n'avais jamais vu de lui. C'était certainement le seul film que je n'avais pas vu d'Adrian Lyne, parce que j'adore ce réalisateur. Et donc, je le découvre sur la chaîne à l'époque câblée MCM, et je découvre ce film qui s'appelle L'échelle de Jacob, dont j'avais entendu vaguement parler au début des années 90, mais qui avait été tellement mal vendu. Et je pense qu'on peut parler aussi du beat du film, entre autres, par la volonté de ne pas vendre le film, quoi, très clairement. Le film a été extrêmement mal vendu, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Il est passé comme ça, tout le monde n'en avait rien à foutre. Et pourtant, c'est un des films majeurs de ces années-là. Alors c'est un film qui a été refusé par la Paramount, qui devait être produit par la Paramount, et finalement c'est un mal pour un bien, puisqu'il a échoué finalement dans les mains de Mario Kassar, d'Andrew Vajna, donc Carolco, la société Carolco, qui a laissé les mains libres à Adrian Lyne, et ça se voit. Et surtout, au scénariste Bruce Joel Robin, et ça a son importance, puisque le scénariste de L'échelle de Jacob, ça n'est autre que le scénariste de l'excellent, l'incroyable Ghost, avec Demi Moore et Patrick Swayze. Et même, on peut voir limite quelques similitudes en fait, entre Ghost et L'échelle de Jacob, même si les deux films n'ont rien à voir. Hein. Vous avez Ghost d'un côté, un film très grand public, hein, un peu mielleux, que j'adore bien évidemment, mais qui va des fois, sur certaines thématiques, et je peux pas en dire plus, ressembler un petit peu à L'échelle de Jacob, qui est beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, mais c'est le même scénariste. Et il faut bien dire que la majorité des studios hollywoodiens ne voulaient pas forcément de ce scénario-là qui était bien sombre. Et finalement, voilà, réalisé par Adrian Lyne, avec Tim Robbins dans le rôle titre. Voilà l'histoire de ce Jacob Singer qui va se retrouver à errer dans New York. Vit-il un rêve, un cauchemar? Est-ce qu'il est dans la réalité? Est-il complètement dingue? Et tout ça, je ne peux évidemment pas le révéler. Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? It's one of those days. Et c'est un film dont je ne peux pas trop parler puisque c'est un film à twist, c'est un film avec beaucoup de rebondissements, on pourrait même le qualifier un peu de film psychométaphysique. C'est un peu compliqué de définir L'échelle de Jacob, surtout quand on l'a vu et qu'on ne peut pas en révéler les twists. En fait, c'est très compliqué. J'ai juste envie de vous dire une chose sur L'échelle de Jacob, c'est que c'est un film qui va se rapprocher d'un épisode biblique. Alors, je vous conseillerais une chose pour ceux qui ne l'ont pas vu. Regardez le film, oubliez ce que je vous ai dit là, juste un instant, vous regardez le film une première fois, voilà, et puis ensuite, vous allez regarder sur internet, vous vous renseignez un petit peu, vous tapez
Échelle de Jacob. Hein, pour ceux qui ont vu le film, je vous dirais de mettre spoiler dans les commentaires, vous ne révélez absolument rien, attention, vous pouvez parler du film et mettez spoiler, pensez à ceux qui ne l'ont pas vu. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous tapez après Échelle de Jacob et vous verrez bien ce qu'il en ressort et vous essaierez de faire le rapprochement en fait avec ce fameux passage de la Bible et le film que vous venez de voir. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus bien évidemment, c'est important déjà, là j'en ai dit beaucoup, mais en tout cas je ne vous en dis pas plus. C'est un film incroyable avec cette façon d'Adrian Lyne de réaliser qui est juste très particulière et qui lui appartient. Il n'y a pas deux Adrian Lyne à Hollywood, c'est quelqu'un qui va aller beaucoup dans l'exagération, même si dans L'échelle de Jacob il se retient pas mal quand même, il se retient beaucoup plus par exemple que dans un Liaison fatale où il va appuyer quelques effets, aller un petit peu racoleur, mais moi que j'aime bien. Là il va aller un petit peu là-dedans, mais il va se retenir un peu plus, il va aller un peu plus dans le film intimiste, mais cette façon d'utiliser la lumière dans le cadre, avec cette espèce de lumière criarde ou alors stroboscopique, elle est juste mais super bien utilisée dans ce film et surtout, elle se prête vraiment au sujet. Mais vraiment. Donc ne loupez pas L'échelle de Jacob. Et donc je reviens sur le box-office. C'est un film qui a coûté 25 millions de dollars et qui a rapporté 25 millions de dollars. Donc pareil que pour le premier, c'est-à-dire Dark City, c'est un film qui n'a pas perdu mais qui n'a pas gagné d'argent. Donc clairement, c'est un flop. Et je crois que c'est même le plus gros flop de la carrière d'Adrian Lyne, puisqu'en général, Adrian Lyne, c'est un réalisateur qui signe des cartons, des succès à chaque fois. Et là, clairement, pour son meilleur film, c'est son plus gros flop. Voilà. Donc c'est un flop évidemment injustifié. C'est un véritable chef-d'œuvre de mise en scène, un véritable chef-d'œuvre d'acting, un véritable chef-d'œuvre scénaristique. C'est un chef-d'œuvre à tout niveau. Il faut absolument voir L'échelle de Jacob pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film dur, c'est un film fort, c'est un film riche. C'est un film avec plein de symboliques, bien évidemment. En tout cas, L'échelle de Jacob, pour moi, c'est un deuxième chef-d'œuvre au bid totalement injustifié. Alors évidemment, je vais passer sur Blade Runner et The Thing, peut-être que j'en reparlerai évidemment dans une prochaine vidéo. Ce sont des bids tellement évidents, on en parle beaucoup. Juste rapidement, ce sont deux films qui sont sortis cette fabuleuse année 1982, et ce sont deux films qui se sont fait bouffer, littéralement par un de mes films préférés d'ailleurs, qui s'appelle E.T., et donc ils n'ont pas pu exister. Ce sont des films par contre qui sont devenus cultes, The Thing et Blade Runner. On y reviendra peut-être évidemment dans une prochaine vidéo. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. The Night of the Hunter. Troisième film de cette sélection, La Nuit du Chasseur, sorti en 1955 et réalisé par Charles Laughton. Alors là, pareil, chef-d'œuvre de cette décennie à Hollywood, un film très particulier, un film qui détonne un petit peu à l'époque de ce qui se fait à Hollywood, même si on est habitué un petit peu avec Alfred Hitchcock d'avoir des films noirs, d'avoir des films sombres, même avec Orson Welles, si je prends par exemple La Soif du Mal. Mais là, on va pousser le curseur un petit peu plus loin. C'est l'unique film de l'acteur Charles Laughton qui ne pourra pas réitérer l'exploit, en fait, le chef-d'œuvre qu'il a fait en 1955, tout simplement parce que le public n'a pas suivi en fait en masse ce film. Il a été très mal reçu par la critique. Alors je n'ai pas pu voir le résultat de ce film au box-office malgré mes recherches. Je sais qu'il a coûté un peu moins d'1 million de dollars, mais bon, on est en 1955, on n'est pas maintenant avec des budgets à 200 millions. Alors je vous dis juste le résumé pour vous donner envie pour ceux qui ne l'ont pas vu. Un prêcheur inquiétant poursuit dans l'Amérique rurale 2 enfants dont le père vient d'être condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié 10 000 $ dont ils ne doivent révéler l'existence à personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent sur les routes. Alors évidemment, le côté culte, parce que maintenant ce film est devenu totalement culte, le côté culte de ce film, évidemment il a à mettre au crédit de Charles Laughton, je le répète, qui réalise un véritable chef-d'œuvre de poésie, de noirceur, de film totalement désabusé, mais évidemment aussi au crédit de Robert Mitchum, qui campe peut-être là, à mon sens, peut-être son meilleur rôle, et il avait fait Cape Fear également, Cape Fear, Les Nerfs à vif, dont Scorsese a tiré un remake avec Robert De Niro bien plus tard, mais honnêtement, là, c'est là que pour moi il est convaincant en psychopathe, Robert Mitchum, bien plus que dans Cape Fear, où il était pour moi peut-être un peu mal dirigé. Là, il est très très bien dirigé. Je pense que même sur certains plans, il va même inspirer De Niro pour le rôle de Cape Fear, justement pour le coup. Il y a vraiment des têtes, il y a des têtes, on dirait qu'il fait des têtes à la De Niro. Mais c'est un peu invraisemblable de dire ça puisque De Niro est arrivé bien après. Donc on a l'impression vraiment que De Niro a calqué son jeu sur le jeu de Robert Mitchum, non pas dans Cape Fear, non pas dans Les Nerfs à vif, sorti dans les années 50, mais plus sur ce film La Nuit du Chasseur. Alors maintenant, comment expliquer son bide à l'époque ? Tout simplement parce que on est quand même encore à l'époque du western à Hollywood.
beaucoup dans le triomphalisme, beaucoup dans le manichéisme également, dans les héros très américains. Donc si tu veux, tu as La Nuit du Chasseur qui arrive, où on est dans un film qu'on voit un petit peu à hauteur d'enfant, puisqu'on va épouser vraiment le point de vue cinématographique sur les enfants, et donc on n'est plus du tout dans l'esprit cow-boy, etc., dans l'esprit gros bras, dans l'esprit voilà, triomphaliste, très américain. On est complètement dans l'inverse. Donc c'est une des explications aussi de l'échec du film. Donc comme je le disais aussi, il y a la noirceur du sujet, hein. C'est un film quand même très très noir, c'est un film qui fait parfois peur, c'est un film qui n'hésite pas même parfois même à brutaliser les enfants, hein, qui va vraiment jusqu'au bout de son sujet, qui se sert de son personnage, donc de ce fameux prêtre psychopathe, avec les fameuses mains Love and Hate, hein, que beaucoup de cinéastes vont reprendre, dont Spike Lee dans Do the Right Thing. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans un délire jusqu'au boutiste d'utiliser ce personnage pour faire peur à des enfants, dans cette espèce de cavale incroyable. Et puis peut-être l'échec aussi du film tient aussi du fait que ça mélange un petit peu les genres. C'est-à-dire qu'on va être évidemment dans un film noir, mais aussi plein de poésie, plein de tendresse. On est presque des fois même avec du Spielberg avant l'heure avec ce film, c'est incroyable. La façon dont il va utiliser les enfants, cette façon très poétique, par exemple de ces deux enfants qui descendent la rivière sur la barque et tout ça, où tu vois les éléments de la nature en premier plan et eux en second plan, les paysages filmés en mode Victor Fleming, hein, un peu à la Autant n'emporte le vent, ou dans Le Magicien d'Oz, où on voit ces espèces de grands paysages comme ça filmés en studio, avec les maisons en premier plan, qu'on voit comme ça en ombre, sauf que Victor Fleming tourné en Technicolor et que Charlton tourne en noir et blanc. Mais c'est vrai qu'on a exactement le même type, je trouve, le même type de plan et cette volonté de recréer cette même poésie. Donc en fait, on a tout ça dans La Nuit du Chasseur. C'est vraiment un excellent film, c'est un très beau film qu'il faut absolument regarder. C'est un film qui est ancré dans son époque, oui, mais qui fait encore son petit effet maintenant. Et donc c'est un film maintenant qui est devenu archi-culte, La Nuit du Chasseur, on ne peut pas passer à côté de ce film. Mais à l'époque, voilà, encore une fois, un bid totalement injustifié. Si vous avez l'occasion de le voir, surtout ne le loupez pas. Je ne vous en raconterai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. La Nuit du Chasseur de Charlton. Quatrième et dernier film de cette sélection. Vertigo d'Alfred Hitchcock. Alors bon, là, on se dit, mais non, Vertigo, c'est pas possible, ça n'a pas été un bid. Vertigo, ça a coûté 4 millions de dollars et ça en a rapporté 7. Alors, si vous voulez, c'est pas un bid comme les autres films que je vous ai cités, mais disons que pour un Hitchcock, c'est très faiblard, c'est très très faiblard en termes de box-office. Et là, on voit bien que c'est un film qui a été boudé par le public, pourtant produit par un gros studio hollywoodien, hein, Paramount, mais c'est un film qui a été un peu mal compris, c'est un film peut-être à la limite de l'expérimentation parfois. Là, t'as Hitchcock qui va carrément même inventer des techniques, hein, le transtrave, hein, le zoom arrière avec le travelling avant, etc., que va utiliser Spielberg, que vont utiliser plein de cinéastes, quoi. Il va inventer vraiment une nouvelle grammaire cinématographique et il va vraiment l'utiliser dans Vertigo, et c'est peut-être ce qui va faire un petit peu son insuccès à ce film, c'est que quelque part on est proche de l'expérimentation, il y a beaucoup de moments contemplatifs, il y a aussi un rythme assez lancinant comme ça avec la musique de Bernard Herrmann qui est très très bien utilisée, mais on est dans un espèce de faux rythme avec ce film, donc c'est très compliqué. C'est un film aussi à twist, c'est un film avec du suspense bien sûr, mais il n'est pas aussi bien rythmé si tu veux que d'autres films d'Hitchcock qui vont venir soit après, ou même des films qu'il a fait même avant, hein. C'est un film mélancolique, c'est un film triste. Il y a plein de choses dans Vertigo, c'est un film très particulier d'Alfred Hitchcock. On est, je vous dis, proche de l'expérimental dans ce film, vraiment. Il l'avait déjà fait un peu dans La Maison du Dr Edwards, mais là je trouve qu'il réitère le truc, il pousse les choses encore plus loin par rapport à ça. C'est un film à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, Vertigo. Je préfère évidemment un Psycho, je préférais même Une Mort aux trousses. Vertigo, c'est un beau moment à passer, un moment un petit peu irréel comme ça. Est-ce qu'on est dans le songe? Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans le rêve? À vous de voir le film, à vous de l'apprécier. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'encore une fois, c'est un film à twist et c'est un film qui à l'époque a été plutôt boudé, même si maintenant il est reconnu comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite sélection de 4 films. Peut-être j'y reviendrai. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres comme ça. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!